Quel jeu de fou, hein. Non mais ça c'est un truc de fou, ça il faut absolument le faire. Regardez bien, ouais, console de fou, hein. Non, jeu de fou. Et alors ça c'est un truc de fou, tu vois. Ça j'ai dit, si vous trouvez ça, je me la coupe, effectivement. Oh putain, attends, il y a un jeu de fou là. Jeux vidéo club. Et bonjour à tous. il est posé vraiment en évidence. StarCraft 2, bah quel jeu de fou, hein. Et c'est gagné! Je pourrais en parler des heures. Alors c'est vrai qu'en plus j'ai commencé sur StarCraft premier du nom, mais avec Brood War, donc qui était dans les années 2000. Ouais, c'est assez rigolo parce que StarCraft 2, j'ai acheté une clé bêta sur eBay. J'avais acheté la clé genre $120. J'étais sûr de me faire arnaquer vraiment à 100%. On se rend pas trop compte de l'époque et tout. Mais ouais, j'étais à la fac. Et c'est le jeu qui m'a fait commencer le streaming, donc truc de fou. Bordel, c'est pas trop tôt. Mon pseudo vient de StarCraft, premier du nom. Zerator, parce que ça venait du héros Zeratul et tout, donc... Et Zerator, parce que non, tu sais, c'était par rapport à Kid Paddle, dans la BD, il y avait plein de monstres qui finissaient par or. T'avais genre Decimator... Donc je lisais beaucoup Kid Paddle à l'époque, plus StarCraft. Donc ouais, ça a fait Zerator. Mais j'avais quoi ? J'avais 9-10 ans quand j'ai inventé ce pseudo. Donc ouais, ça date, mais je l'ai gardé, écoute. Comment j'avais entendu parler de StarCraft ? Franchement, j'en sais pour Brood War et tout. Je pense que j'avais un cousin qui avait 2-3 ans de plus que moi, qui lui jouait à des jeux de stratégie. Et on jouait à Brood War ensemble avec les modems 56K qui bloquaient la connexion. Et je me rappelle qu'on s'appelait en même temps avec les téléphones fixes, avec d'autres lignes. Et donc, je jouais à l'ordinateur, tu sais, avec le téléphone comme ça et avec la souris et le clavier dans l'autre main. Et c'était horrible. Parfois, on passait 1 heure. Ça coûtait hyper cher sur les forfaits. Donc, on l'a pas fait très longtemps. Mais L'ancêtre de Discord, en fait. Ouais, l'ancêtre de Discord, de Skype après. Skype qui a été une révolution pour nous. C'est marrant parce qu'aujourd'hui... un jeune, je sais pas, d'une dizaine d'années, jamais il se mettrait au jeu de stratégie en premier, enfin en tout cas au RTS, c'est rigolo de voir ça. Aujourd'hui on est plutôt sur des FPS ou des jeux d'aventure ou de rôle, donc ouais, c'était une époque où on pouvait commencer avec les jeux de stratégie. Après j'en avais fait d'autres avant parce que j'ai un frère qui a 15 ans de plus que moi, donc forcément c'est lui qui m'a mis aux jeux vidéo. Dans les jeux récents, oh là il y a beaucoup de choses, oh la vache. Bah récemment j'ai fait Hogwarts Legacy, alors j'ai pas fait en entier. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? C'est un jeu qui m'a marqué par sa finition, je trouve. Alors moi, je fais pas trop les jeux AAA, en fait, en vrai. Donc chaque fois que j'en fais un, ça me surprend. J'avais fait Elden Ring l'an dernier, qui était incroyable en termes de production. Quand tu sors de la cave et que tu vois cette espèce d'extérieur hyper bluffant. Hogwarts Legacy, ils ont un peu fait pareil, où tu commences dans une espèce de grotte, puis tu sors et tu vois la cascade avec les trucs. Donc vraiment, j'avais trouvé ça incroyable. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude de jouer à des jeux beaux, entre guillemets. Parce que je fais des jeux indés ou des jeux un petit peu plus vieux, etc. Donc c'est vrai que vraiment, c'est des jeux qui sont, je trouve, marquants par leur production. Je suis pas hyper élitiste du jeu indé, forcément, et tout, mais en fait, je trouve que globalement, on a... énormément d'innovation dans le jeu indépendant, et c'est surtout eux qui osent. Là où je trouve les AAA ont des productions tellement énormes qu'ils sont obligés de sécuriser leur bout de gras, on va dire. Les jeux indés, eux, peuvent essayer, tenter des choses. Attends, je vois un truc incroyable, là. Je vois un truc incroyable. PUBG. Touché. Touché aussi. Touché. J'ai pas visé. C'est un des jeux où j'ai le plus d'heures de jeu sur Steam. C'est rigolo parce que c'était un des premiers... Battle Royale de très grande échelle en termes de joueurs. C'est pas le premier Battle Royale, hein. Il y a eu Minecraft UHC, il y a eu H1Z1 et tout. Mais PUBG, ça a été le premier AAA Battle Royale, on avait l'impression. Pour le jeu AAA, je sais pas. Ça tournait trop mal, c'était trop rigolo parce qu'on avait beau tous jouer, le jeu était horrible, pas stable, et c'était très lent. Et je sais pas comment dire, tu sais, c'est un jeu où tu fais rien pendant 30 minutes, d'un coup tu te fais one shot. Mais en fait, on jouait tous quand même, on aimait bien, je sais pas. Une sorte de sadomasochisme avec ce jeu. Donc voilà, ça me fait bien rire. J'ai beaucoup joué avec notamment un certain Mister MV que vous avez reçu, je crois, dans ce même magasin. Comment ça? T'es où? Ah, j'ai craqué mon cul. Ah, mais... Qu'est-ce qui t'a marqué en jeu indé là récemment? Tu parles d'innovation, ouais, de trucs. Les jeux indés, alors il n'y en a pas forcément dans les magasins, c'est vrai, mais il y a les grands noms, bien sûr. T'as les Super Meat Boy, les trucs comme ça. Là, le jeu le plus récent que j'ai fait d'indépendance, c'est Against the Storm, qui est un jeu de gestion qui mène le roguelike en même temps, donc deux genres hyper niches. Prenant place dans un monde à la pluie éternelle, vous y incarnez le vice-roi, un leader chargé par la reine brûlée de reconquérir les terres sauvages ravagées par le cataclysme afin de rebâtir la ville ardente. Et moi j'ai streamé ça et je me suis... je sais pas, je suis tombé amoureux du jeu, j'ai fait une centaine d'heures en un mois. En plus, c'était des jeux qui sont très difficiles à streamer parce que quand quelqu'un arrive et qui connaît pas le jeu, forcément, il est un peu perdu, tu vois. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool et
Et ouais, ça a été mon coup de cœur récent. Ouais. J'ai créé mon studio de jeu en 2015, Unexpected, et on a 3-4 jeux en gros finalisés. Mais j'ai créé ça parce que j'étais surtout curieux de voir comment ça marchait. J'étais pas dans le truc, je rêve de faire un jeu, tu vois. J'étais plus curieux de voir comment fonctionnait l'industrie de l'intérieur, ce que ça implique en termes de moyens financiers, humains, de temps, comment tu peux réussir à faire fonctionner un jeu de A à Z, partir de rien et arriver à quelque chose. Je sais pas, c'est un processus quand même assez incroyable, tu vois. Donc ça reste une toute petite équipe, on fait des choses à notre échelle. Et voilà, et là on va sortir des trucs dans l'année, ça arrive fort. Notre jeu qui a le plus fonctionné, c'est As Far As the Eye, c'est un city builder en gros de survie. C'est un jeu qui était un petit peu étrange parce qu'il a une direction artistique très calme, très chill, et en fait il est très punitif et assez difficile. Et c'est vrai qu'on a un peu fait une erreur là-dessus avec l'ambiance du jeu qui collait pas forcément à la difficulté et au public visé. Le jeu a quand même vachement bien fonctionné, hein. Il a permis l'indépendance du studio, enfin je veux dire c'est un vrai succès pour nous, on est trop fiers. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être qu'on mettrait plus de disclaimers. Attention, c'est difficile. Oh putain! Attends, il y a un jeu de fou là. J'en ai trouvé un. Je vais faire tomber ça. Hop. Oh là là, un jeu incroyable. Surviving Mars. Bah, tu vois, on parlait des indés qui m'ont marqué et tout. Surviving Mars, incroyable jeu. Alors, attendre que la raffinerie produise du carburant. Ok. Alors jeu totalement niche, hein, jeu de survie-gestion où tu dois aller sur Mars, terraformer la planète. Mais ouais non, jeu incroyable. Alors là, Surviving Mars, si vous aimez les jeux de gestion, un jeu de fou. Puis voilà, en plus quand t'aimes un petit peu l'exploration spatiale. Alors bien sûr, faut pas trop s'attarder aux détails de réalisme et de faisabilité, parce que si t'es vraiment à fond dans la conquête spatiale et que tu vois ça... Tu te dis non mais quoi, mais ça c'est impossible à faire sur Mars et tout. Nintendo Switch, ouais, j'ai joué à la Switch. Il y a des sacrés trucs. Je voyais pas Animal Crossing, mais ah si il est là. Oh là là, il est là. Jeu incroyable. Alors c'est marrant parce qu'il est sorti en plein confinement et j'ai joué quasiment non-stop pendant une dizaine de jours. Moi, j'avais jamais joué à un seul Animal Crossing de ma vie. Et c'est des proches à moi qui m'ont dit ouais, nous à l'époque on jouait comme des oufs et tout. Et donc j'avais pris ça sur ma Switch et j'en ai même streamé et tout. Je me suis pris au jeu. Tu sais, il y a beaucoup de clichés sur Animal Crossing, c'est fait pour les 3 ans et plus, machin. Mais franchement, moi je me suis régalé. D'ailleurs, je vois pas le PEGI. Bah si, 3 ans et plus, tu vois. Mario Kart aussi. Bon, ça, voilà, hein, Mario Kart. Je suis le meilleur joueur de tous les temps. Je suis le meilleur joueur. J'ai jamais vraiment tryhard le jeu comme un fou, mais j'ai toujours apprécié y revenir, tu vois. C'est un jeu... Moi, j'aime bien les jeux de course d'arcade. Bon, il y a Trackmania et Mario Kart. En gros, c'est mes 2 jeux de course d'arcade. Je suis pas très... T'aimes bien Trackmania? Trackmania, vite fait, ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Trackmania Cup 2022. Incroyable. Mario Kart, quel jeu de fou. Et surtout, un des plus beaux jeux de la Switch, je pense, hein, en termes de finition. Quand tu joues sur une télé 4K... à Mario Kart et que t'es pas en écran splitté, le jeu est tellement beau, c'est incroyable de voir des jeux comme ça, et après de voir Pokémon Arceus par exemple. Oh là là la vache, alors là attends, je suis obligé. Je l'ai fait avec ma copine, avec Flora. This is the story of Cody and me. Mais alors ça vraiment, donc jeu de l'année je crois, hein, il a gagné, Game of the Year. Mérité de fou, hein. Vraiment un des plus beaux jeux de coop que j'ai fait de ma vie. Narration exceptionnelle, gameplay exceptionnel, beauté du jeu incontestable. Il faut absolument le faire à 2, il faut absolument le faire tout court. Mais alors franchement pour des gens qui sont à 2, que ce soit couple, amis, parents, frères, n'importe quoi, et qui aiment bien les jeux de coopération, mais ça c'est le must-do absolu. C'est vraiment, quand il a gagné le jeu de l'année, je me suis dit, mais c'est tellement mérité, il a mis tellement une claque à tous les autres. Et c'est incroyable avec ce jeu, c'est qu'il est arrivé de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un teasing pendant 3 ans, tu sais, où on s'est dit, oh, vivement que ce jeu arrive. Et franchement, quel chef-d'œuvre, quoi. Non, mais ça c'est un truc de fou, ça, il faut absolument le faire. Regardez bien, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on a? T'as les jeux d'abord NES. Qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est NES, là? Ah ouais, mais ça je suis presque trop vieux, trop jeune, hein. Bah en fait, comme je te dis, comme j'ai un frère qui a 15 ans de plus, en fait j'ai eu des consoles de fou, ouais, Super NES, Mega Drive 3, ça je pense que c'est vraiment les deux plus gros aspects. Et après mon frère est parti de la maison, donc donc on n'était plus trop console, mais ouais. Donc ouais, la NES, il y a vraiment des sacrés trucs en très bon état ici, hein. Voilà, ah vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé.
Ça, j'ai dit, si vous trouvez ça, je me la coupe, effectivement. Mais putain, incroyable. Unirally. Alors ça, c'est un truc de fou, tu vois. It's not whether you win or lose, it's how you pedal along the way. Un jeu de monocycle. Un jeu de course de monocycle. Alors, ça paraît complètement con, mais en fait, c'est incroyable. C'est, je pense, mon premier jeu de course tryhard, d'aussi loin que je m'en souvienne, avec Mario Kart, je pense. Je crois que c'est 94 le jeu, mais j'avais moins de 10 ans, c'est sûr. Mais putain, 100 balles quand même maintenant. Mais ouais, normal. Ouais, par contre, si tu veux juste le jeu normal, c'est 10 balles. Mais ouais, putain, Unirally, incroyable. Hein. Et franchement, je pense que je repars avec, je te le prends. Je te l'achète. Je peux te l'acheter ? Ouais, bah je vais l'acheter, je pense, en partant. Parce qu'en fait, il me reste une Super Nintendo. Et tu sais, dans ma tête, c'est marrant parce que ça fait souvent ça, mais dans ma tête, j'étais trop fort au jeu, tu vois. Et je suis sûr que si tu me voyais jouer aujourd'hui, je pense que j'étais rincé, j'étais horrible. Mais en fait, c'est trop dur à comprendre que t'as une piste en side-scroller et le niveau est vertical. Enfin, je pense que c'est vraiment, si j'y rejoue, je me dirais, mais comment j'ai pu aimer ce jeu ? De toute façon, la Super Nintendo, bon, quelle console, hein. Franchement, je pense que c'est la première console sur laquelle j'ai passé autant de temps. Street Fighter 2 Turbo, incroyable. Mon premier jeu de versus fighting, mon frère me pétait la gueule, 15 ans de plus forcément. Hein. Je me rappelle qu'il jouait Bison et qu'il nous fonçait dessus et c'était insupportable. Et on trouvait ça horrible. Ah, moi j'étais hyper jeune donc c'est sûr que j'appuyais sur tous les boutons et que je voyais ce qui se passe. Incroyable, Star Fox. Pilier de la console aussi, avec tous ces personnages là qui parlent en Sims, j'ai envie de dire. Et ouais, jeu... tu pouvais te balader dans un environnement haut, bas, gauche, droite, ce qui est quand même incroyable. C'est un peu notre Doom de la Super Nintendo. Premier jeu où tu pouvais regarder sur les côtés. Des sons totalement cultes, Do a Barrel Roll, notamment. Do a Barrel Roll. Le monstre, le boss, bien sûr. Mon premier jeu de course, Super Mario Kart, incroyable. Il y a 10 millions de vidéos qui parlent de ce jeu, de gens qui parlent de ce jeu, mais vraiment, Super Mario Kart, son générique, ses personnages, et le fait de pouvoir jouer à plusieurs aussi, enfin à deux en tout cas. La minimap en bas, non, vraiment c'est musique, hein, surtout. Les musiques incroyables, super bon état. Hein, là. Ça doit être un de mes premiers jeux. Franchement, en tout cas d'aussi loin que je m'en souvienne, un des premiers jeux sur lequel j'arrivais à comprendre ce qui se passe aussi. Parce que ça compte, hein, ça compte quand même. Un jeu de fou. Mario Kart, franchement... C'est qui ton perso de cœur ? Banger absolu. Moi, c'est Mario, mon perso. J'ai toujours été Mario. Mario Kart, incroyable. Oh là là, attends. Il y a un jeu de fou, là, que je vois, auquel j'ai beaucoup joué. Mon premier jeu de gestion. C'était incroyable. J'en garde un souvenir de fou. Et je l'ai pas revu depuis. Mais ouais, putain, les screenshots. Oh là là, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Il y avait plein de trucs. C'était assez développé. Hein. Tu construisais les quartiers résidentiels, commerçants. Je crois que t'avais la criminalité. T'avais même des catastrophes. Tu pouvais avoir Godzilla qui venait péter ta ville et tout. SimCity, quel chef-d'œuvre de Super Nintendo. Et en plus, franchement, pour une console Nintendo, faire un jeu de gestion, hein, fallait se chauffer. Hein. Et je sais pas, les jeux de gestion, c'est un truc qui me passionne bien parce que j'aime bien. En fait, je sais pas, je crois que j'aime juste bien la gestion, tu vois. Je sais pas, j'aime bien gérer des trucs et en fait mettre en place des choses et voir que ça fonctionne. Et grâce à ces choses-là, pouvoir mettre en place d'autres choses, je sais pas comment dire. Ça ressemble un peu à ce que je fais aussi dans la vraie vie, les gestions de projets et tout, je sais pas comment dire. Donc, Monsieur Nougaret, vous avez moins de 30 ans et vous venez de créer un événement caritatif qui vient de récolter 1 million d'euros. Comment vous sentez-vous ? Donc ouais, ça s'est transformé. Ah voilà. Et donc là, il y a le dernier que je cherchais pour la Super Nintendo, auquel j'ai beaucoup joué. C'est celui-là. Mega Man X. Alors Mega Man X lose, il y a écrit sur la cartouche, mais non, moi je pense que c'est win. En tout cas, je connais pas du tout la licence, mais celui-là, j'ai énormément joué. Les musiques sont incroyables, les boss sont incroyables. Le jeu dans mon enfance, pour moi, le jeu était difficile. Ça faisait partie des jeux où je me disais, oh, c'est vachement dur. En plus, il y avait plusieurs systèmes de gameplay, parce que tu changes ta combinaison, ça change tes pouvoirs et tout. Clairement, c'était pas du niveau de Mario. Mario, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas vu Super Mario World. Non, mais je pense qu'il y est, c'est sûr, mais ouais, Super Mario World sur Super NES, le jeu auquel j'ai le plus joué de la console, c'est sûr et certain. De très très loin, j'ai dû le finir 2, 3, 4 fois, avec les niveaux secrets et compagnie. Un jeu sur lequel je revenais avec énormément de plaisir. Et là, on a des trucs de malade, là. Là, on a des manettes. En fait, non, mais le truc, c'est que je suis devenu joueur PC, mais j'ai été un grand joueur console des époques. Mais alors, je sais pas si j'ai une manette préférée. Actuellement, la manette Xbox, je trouve, c'est pour moi celle qui me semble la plus ergonomique. Mais j'avais adoré la manette N64. Mais regardez-moi ça. Mais qui a pu pondre un truc pareil?
Non, c'est incroyable. Et surtout ce fameux joystick du milieu là où à cause de Mario Party, on avait des cloques parce qu'on faisait ça. Et après, on avait la main toute cloquée, là. Oh la vache. Mais alors, et en plus, ces boutons de caméra, je pense à Mario 64 notamment, avec ces boutons jaunes de caméra, là où tu fais n'importe quoi avec. Mais quelle manette, franchement, aujourd'hui, ce serait un crime d'inventer une manette comme ça. Les gens iraient en prison, je pense, hein, au Japon pour ça. Je vois ça là-haut, là, les bongos, là. Les bongos qui servaient à jouer à Donkey Konga. J'avais adoré ce jeu. Je crois que c'était sur GameCube. Hein. Ouais. Je me rappelle l'avoir eu pour un Noël. On m'avait offert ça pour un Noël. Et on avait tous joué à Noël là devant la télé comme des dingues. J'étais assez bon. Hein. Moi, j'ai pas trop fait Game Boy Color. J'étais plus Game Boy au tout début. Et là, je vois qu'il y en a, notamment ça. Moi, pour moi, tu vois, ça, c'est la Game Boy pour moi. Voilà. Pokémon Rouge, Tetris. Ça, tu vois, ça, c'est mes 2 grands jeux de Game Boy. Pour la petite histoire, Pokémon, je mettais sur la liste de courses de ma mère Pokémon pour qu'elle l'achète au supermarché. Et je l'ai fait pendant 1 an. En me disant, peut-être un jour, elle va revenir avec, tu vois. Et en fait, je le faisais pour rigoler, tu vois. Je rêvais Pokémon à chaque fois. Et le Noël d'après ou l'anniversaire, elle est revenue avec Pokémon. J'étais comme un dingue. J'étais comme un fou. Wow. Putain. J'ai même pas vu la vitre, c'est trop bien nettoyé. C'est trop propre. Moi, j'avais évidemment celle-là. Hein. Ah ouais, moi, j'avais ça. J'avais pas du tout Game Boy Color et tout. J'ai même pas fait la transition sur Game Boy Color, puisqu'après, j'ai eu d'autres consoles. Moi, je n'ai joué que sur celle-là. Ouais, là, vous avez mis des trucs sur les étagères, mais je comprends. Warcraft 3, Age of Empires 2. Oh là là, que dire. L'un de mes premiers jeux de stratégie, évidemment, sur PC. C'était vraiment le jeu pour adultes, hein. C'était pas du tout accessible pour les jeunes. Et moi, j'avais... je pense que j'étais pareil au collège, je crois. Mon grand frère qui jouait à ce jeu-là, effectivement, et on jouait un petit peu, je pense, en réseau avec les cousins et tout. À mon avis, c'était là-dessus. J'en ai assez peu de souvenirs à cette époque-là. Après, Age of Empires 2, moi, j'ai refait des événements quand le HD est sorti. On a fait le Grand Rex avec Age of Empires. Qui est pour GOP dans la salle? Un des premiers grands jeux de stratégie, Microsoft a été incroyable avec ce jeu, d'autant que c'est pas une grande licence. Enfin, en gros, c'est l'historique, c'est l'histoire, mais il y a pas, c'est pas Seigneur des Anneaux, c'est pas Warcraft, c'est pas une licence inconnue ou prise de quelque part. Et après Warcraft 3, bien sûr. Alors là, Warcraft 3, oh là 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 là. Oh putain. Oh putain. Et ça, c'est Madeleine de Proust à mort pour moi. Un jeu exceptionnel, mon premier vrai jeu que j'ai fait sur internet avec des gens, il y avait Starcraft Brood War avant, mais ça avait rien de comparable avec Warcraft, où vraiment j'ai passé des après-midi, des week-ends avec mes potes, j'étais au collège en 4e, 3e, ouais, Warcraft 3 et Frozen Throne bien sûr, narration exceptionnelle, graphisme pour l'époque exceptionnel, cinématique, alors là j'en parle même pas, du grand Blizzard comme on les connaît, un méchant incroyable, Arthas bien sûr, création du roi Lich, la cinématique, et puis derrière ça donne World of Warcraft et tout, mais moi globalement la licence Warcraft c'est une de mes licences préférées je pense du jeu vidéo, toute époque confondue. Je vais te donner ça dans les mains. Ah bah tiens, World of Warcraft, punaise, alors ça, ouais, alors là je pourrais carrément faire un tournage entier là-dessus. Sorti le 11 février 2005. En Europe, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens extrêmement bien. Présenté à l'E3 en 2003, je crois. Franchement, c'est un des moments de ma vie où je me rappelle que je me suis dit, c'est pas possible, c'est un rêve. Tu sais, je sais pas comment dire. En gros, moi j'avais joué à Warcraft 3 pendant des années, des heures. Et là, ils allaient faire un jeu où on allait pouvoir être dans le jeu. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'était comme le métaverse, tu vois. Je sais pas. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que ça va vraiment arriver, tu vois? Et je me disais même, est-ce que le jeu va coûter 1 000 €? Je sais pas comment dire. Tu sais, je me disais, mais c'est irréaliste. J'étais hyper jeune, je me rendais pas compte, tu vois. Et franchement, je regardais ça avec un œil de gamin vraiment qui rêve. Bon alors là par contre c'est du sérieux, en termes d'heures de jeu, là on est allé très loin. J'estimais que j'avais à peu près une dizaine de milliers d'heures de jeu, sachant que c'est en 15 ans, donc en vrai c'est pas tant que ça. Je connais beaucoup de gens qui ont plus. Mais en fait moi j'ai joué de manière très sporadique à World of Warcraft, j'ai toujours fait de manière courte mais intense, parce que j'aimais bien dévorer le jeu dans des périodes où j'avais le temps. J'ai monté des guildes avec, j'ai lead des gens, enfin c'était vraiment...
Non, un jeu de fou. Voilà. Je me rappelle de mon premier perso et je l'ai même encore sur mon compte. Ouais, un mage gnome qui s'appelait Darkomodus. Il s'appelait pas Zerator parce que, tu sais, j'avais déjà le pseudo Zerator, mais je m'étais dit, non, c'est pas assez Heroic Fantasy. En fait, tu vois, je respectais le jeu, tu vois. Donc j'ai créé mon perso et j'étais là. Attends, je vais faire un mage. Je voulais absolument faire un mage. Et je me suis dit, non, mais Zerator, c'est pas un nom de mage. Ce serait genre un guerrier orc, tu vois. Mais non, je peux pas l'appeler Zerator, mon perso. Donc j'étais là, comment je vais l'appeler et tout. Et donc je m'appelais pas Zerator sur WoW à cause du RP, en fait. Et finalement, je m'appelais Dark quelque chose. Alors, franchement, je sais pourquoi je suis passé maintenant. Mais non, ouais, World of Warcraft, franchement, jeu de fou, incroyable. J'ai pas les mots, tout simplement. Est-ce que tu te rappelles aussi du moment, les no-life, la télé et tout, de ces moments-là? Le truc des no-life, Meporg et tout. Ça s'écrit MMMPORPG. Ah ouais. Moi, j'en avais rien à foutre. Hein. Je t'avoue, on était vraiment dans une... En fait, on vivait tellement dans un genre de rêve. En fait, je pense que personne peut se rendre compte de ce que c'était à l'époque d'avoir World of Warcraft. On avait eu Dark Age of Camelot, EverQuest, il y avait déjà eu des MMO en 3D et tout, mais ça n'avait rien à voir par rapport à... EverQuest. Bon, ça, c'est le 2. Moi, j'ai joué à son concurrent, en fait, qui était Dark Age of Camelot. C'était dans les années 2000. Je crois que j'ai joué en 2001 à Daok. Pour la petite histoire, mon frère faisait partie de Goa, qui éditait Dark Age of Camelot en Europe. Et en fait, j'avais eu un compte Dark Age of Camelot grâce à ça, que je ne payais pas. Alors que c'était payant par mois, Daok. Donc à l'époque, laisse tomber. Parce que moi, j'avais 11 ans. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de 11 ans qui jouaient à Daok. En plus, c'était à moitié pas traduit, tu vois. Donc ouais, j'avais joué à Dark Age of Camelot, les premiers MMO. Ils avaient beau avoir ouvert la voie. Désolé, mais ça n'avait rien à voir. Et non, World of Warcraft, vraiment, quel jeu. C'est un jeu qui sera dans mon jeu de cœur. Et c'est un jeu qui a changé ma vie. Hein. C'est un jeu qui m'a fait rencontrer des gens qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Enfin voilà, pour moi, c'était quasiment que du bonheur, effectivement. Ah ouais. Ça, ouais. Alors là, attends. Hop. Incroyable ce jeu-là. On fait un petit peu un voyage en arrière. Alors, Micro Machines 2, donc un jeu de fou. Hein. Un jeu vu de dessus. C'est un peu bizarre comme manière de conduire. Et alors voilà. Je me demandais s'il y avait le jeu dedans. Un jeu dans lequel on pouvait jouer à 4, alors que la Mega Drive 2 ne possédait que 2 slots de manette. Comment ils ont fait ? Ils ont mis les prises manettes sur la cartouche. Et c'était un des premiers jeux où on peut jouer à 4 à cette époque-là. Parce que la Nintendo 64 n'existait pas. On se rend pas compte, tu vois. Mais un des premiers jeux où on peut jouer à 4. Quel jeu de malade. Comment j'ai adoré ce jeu. Franchement, et tu pouvais même jouer à 2 sur la même manette. Ce qui fait que si tu avais les 4 manettes, tu pouvais jouer à 8. Et je peux te dire qu'à 8, oh les barres de rire. Et ça se jouait comme le jeu qui s'appelle Speedrunners, je crois maintenant, où en gros tu sors de l'écran et t'es éliminé. Surtout un jeu de l'été. J'ai joué à Palavas. On allait se baigner à la mer et après on revenait, on jouait à Micro Machines. À Palavas-les-Flots, bien sûr. Bon, et j'en ai vu un là quand même. Je suis obligé d'en parler. Bon, Diablo 2, chef-d'œuvre absolu. Franchement, c'est au même niveau que Warcraft pour moi, à cette époque-là en tout cas. Même niveau que Warcraft 3 et tout. C'est mes grandes années collège où ouais, je commence à être indépendant sur mon ordinateur, j'ai envie de dire. Premier hack and slash populaire, après Diablo 1, mais rien à voir. Entre Diablo 1 et Diablo 2, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois Overwatch 2 sortir et que je vois ce qu'ils ont fait dans 2, je me dis, Blizzard, quand vous faisiez des 2 à l'époque, ça avait de la gueule, tu vois. Narration exceptionnelle sur Diablo 2, graphisme à l'époque exceptionnel, cinématique du grand Blizzard, évidemment, et surtout, mode multijoueur incroyable, je pouvais échanger les objets et tout. De temps en temps, tous les 6 mois, je me dis, je me referais bien un petit perso de Diablo. Donc, ça arrive fort, là, je vais peut-être me refaire un perso en venant. Et il y a Diablo 4 qui va arriver en plus bientôt, mais... Il y a même la Orange Box. Alors, Orange Box qui n'a rien à voir avec l'opérateur téléphonique, bien sûr. Mais il y avait, je crois, une Orange Box de base où tu avais Half-Life, Counter-Strike. Et ouais, Counter-Strike. Alors, CS, c'est un jeu de fou, hein, un jeu de fou, chef-d'œuvre absolu de son temps. Le jeu qui m'a fait découvrir les cybercafés, notamment.
Ouais, j'ai commencé à 1.3, 1.5, 1.6. Et après CS Source, CSGO. En fait, paradoxalement, j'ai moins joué à CS Source et CSGO que j'ai joué à 1.6, 1.3, qui étaient vraiment les jeux où j'étais au collège. Donc, j'allais au cyber, on jouait à Warcraft 3 et à CS. J'ai fait des LAN de CS, j'ai dû faire une dizaine de LAN, je pense, de CS, avant que le streaming existe. Hein. Donc, avec des potes, à partir le week-end, avec nos parents qui nous amènent, parce qu'on était trop jeunes, on n'avait pas le permis. Donc, on partait avec nos écrans cathodiques, là. Machin, l'odeur, hein, l'odeur très très forte, hein, voilà. Je me souviens avoir fait une LAN dans les arènes de Arles, donc dans les arènes romaines, et on jouait dans les coursives, et il y avait un vent à décorner les bœufs. Et ouais, c'était la grosse galère, et il faisait très froid, très 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 froid. Je me souviens d'une LAN, pareil, le début du jeu en ligne, alors certes avec du modem 56K, puis la DSL qui est arrivée, énormément de rencontres sur ce jeu-là, j'ai fait plein de LAN. Et en cyber, c'était trop marrant. Je m'appelais Tonton Killer au cyber, pour voir la petite histoire. C'était avant que Zerator existe. Un de mes rares pseudos avant que Zerator existe. Non, mais en fait, je t'explique. Au cyber, moi, on avait la famille Killer. Donc, en fait, notre tag devant notre pseudo, c'était FK. Donc, pour famille Killer, tu vois. Avec des étoiles et des crochets, je te passe le détail. Et après, donc, il y avait Tonton Killer, Maman Killer, Papa Killer. Moi, j'étais Tonton Killer, tu vois. Et ouais, c'était ça faisait flipper. Hein. Ça faisait bader au cyber. Hein. Le petit de 13 ans, là, Tonton Killer. Mais j'ai pas honte, hein. Franchement, c'est une époque de fou. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'était trop cool. Et j'ai adoré ce truc-là. J'allais à Dimension 4 à Montpellier, un cyber très connu qui est devenu une équipe e-sport après, D4. Est-ce que je suis encore CS ? La scène CSGO. Ouais, beaucoup moins, franchement. J'ai suivi la scène CSGO quand le jeu a commencé à percer vraiment avec des grandes stars du jeu. Mais il y a Valorant qui a été pour moi ce dont avait besoin CS en termes de rafraîchissement. Mais pas parce que CS est dépassé, juste je pense qu'il est dépassé pour moi. Et je pense que c'est très personnel en réalité. Moi, CS, voilà, j'ai eu plein de moments super cool, mais j'estime que j'en ai un peu fait le tour. Impossible. Oh la vache. Oh, il l'a touché, non ? Mandatory, c'est un peu la même veine que la Trackmania Cup. En gros, c'est un peu venu d'une volonté de se dire est-ce que l'e-sport se prend pas trop au sérieux ? Aujourd'hui, on est dans l'e-sport des joueurs qui croisent les bras, qui font ça, tu vois. Bon, c'est bon, 2 minutes, quoi. On joue à des jeux vidéo, tu vois. Donc, je sais pas, j'avais un peu envie de mettre ce truc un petit peu décalé. Même si on peut rester professionnel en étant décalé, c'est-à-dire ça veut pas dire qu'on est forcément des amateurs ou des clowns tout le temps. Après, bon, il y a le côté détail où il y a une bulle financière dans l'e-sport, nous on essaie de sortir de ça, de faire un système pérenne et tout, donc ça c'est autre chose, mais effectivement, Mandatory, l'équipe e-sport qu'on a créée, c'est plus ça l'idée, de se dire essayons de le faire, mais un petit peu différemment par rapport aux autres, même si on va peut-être pas forcément grandir à la même vitesse, mais on essaie de le faire comme ça. Typiquement, ce qu'a fait la Carmine Corp, je trouve ça incroyable, tu vois. Mais le truc, c'est que la Carmine Corp, il y a de l'ancienneté. En fait, évidemment, nous, on aimerait bien devenir aussi grand que la Carmine Corp. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et Kamel est un exemple absolument incroyable à suivre. Il a réussi à personnifier son équipe, à créer de l'attachement, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire aussi. Mais en tout cas, ça crée des émotions. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier. Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour créer des émotions aux gens, de préférence positive, et en général c'est plutôt ça qui se passe. Donc ouais, j'ai envie effectivement de faire grossir le truc et d'embarquer les gens avec moi dans ce délire, c'est super. Et comme les jeux vidéo t'ont apporté des émotions tout au long de ta vie. Ah, clairement les jeux vidéo, ça m'a apporté bien des émotions positives et négatives, mais évidemment surtout positives, mais c'est surtout à l'inverse de ce que les gens pensent, un énorme vecteur de rencontre pour moi. Ça a été, moi j'ai surtout joué à des jeux multi, et j'ai rencontré tellement de gens, et ma vie serait vraiment pas la même sans tous ces jeux, effectivement. Mini